bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre saison 6, épisode 1 de votre Odyssée spatiale. On est de retour pour un épisode spécial et spatial avec notre invité Frédéric Courtade. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Donc ton portrait d'espace est d'ores et déjà disponible pour tous ceux qui voudraient aller l'écouter et tu es directeur du GEPAN. C'est cela. Est-ce que déjà en quelques mots tu peux nous rappeler ce qu'est le GEPAN? Donc le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un service qui est rattaché au CNES, donc Centre national d'études spatiales. Bon, on est basé sur Toulouse. Et notre mission, c'est la collecte, l'analyse, l'enquête et la publication de cas d'observation étranges qui nous sont rapportés par des citoyens sur le territoire national. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui dans ce podcast, on ne va pas parler des petits bonhommes verts comme on peut voir dans les films et comme les films avec la zone 51 adorent nous le vendre. On va parler de la réalité des choses, de ce qu'on peut observer, de ce qu'on ne peut pas observer. Et puis je vais démarrer tout de suite avec une question. Euh, Au sein du GEPAN, tu nous en as parlé en off, vous êtes une équipe d'à peu près 4 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. On a trois personnels CNES et une documentaliste qui travaille à 100% pour nous. En quoi consistent vos missions au quotidien? C'est quoi un petit peu une journée type au GEPAN? La mission, pour répondre à notre mission, déjà c'est la collecte. Donc on reçoit des témoignages de gens par plusieurs canaux, dont certains nous contactent via la boîte générique du GEPAN, la boîte mail générique du GEPAN, pardon. Puis il y a d'autres voies. On peut recevoir des procès-verbaux qui ont été rédigés en gendarmerie, où les gens m'ont déclaré une observation qui leur est parue étrange, qu'ils n'ont pas compris, qui, par curiosité ou qui les a inquiétés, ou également des témoignages qui se sont rapportés via la délégation générale de l'aviation civile auprès de cet organisme. Des dispositions ont été laissées pour que les pilotes et les gens qui travaillent dans le domaine aérien puissent témoigner en toute liberté et sans risque, et selon une façon qui va nous permettre à nous de diligenter une enquête pour essayer de comprendre ce qu'ils n'ont pas réussi à déterminer, à voir. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de création de ce service? Le service, c'est un très vieux service donc, qui a été créé en 1977, donc bientôt 50 ans. Ces missions ont un petit peu évolué à partir des années 2000. Donc en 1977, c'était donc un service qui a été créé suite à une volonté, on va dire politique, du ministre de la Défense de l'époque. Et l'assentiment scientifique de cette création de l'organisme a été avalisé par un ancien président du CNES. Et donc en 1977, notre président du CNES a décidé de rattacher cet organisme à l'organigramme officiel du CNES en lui donnant une connotation très très scientifique. C'est-à-dire que les gens, les enquêtes qui étaient menées par les personnels de l'époque étaient revues par des scientifiques. Il y avait un conseil scientifique qui était rattaché au GEPAN pour voir ce qui était digne d'intérêt scientifique et ce qui ne l'était pas. Et donc tout ça a duré pendant plus de 20 ans, jusqu'au début des années 2000. Et donc le président du CNES de cette époque, enfin le directeur du CNES de l'époque des années 2000 s'est dit qu'est-ce que je vais faire du GEPAN avec l'évolution de l'état d'esprit général aussi. Est-ce qu'on reste très scientifique ou qu'est-ce qu'on va faire de cet organisme? Est-ce qu'il faut arrêter? Bon, donc il a déclenché un audit qui a été mené par une personne indépendante qui a interrogé tous les milieux qui touchent à ce qu'on appelle l'ufologie, donc l'étude des ovnis, voilà. Même si ce n'est pas une science exacte, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc voilà, des enquêteurs, des sociologues, des journalistes, des techniciens, des scientifiques, de tout milieu, pour demander ce qu'ils pensaient du GEPAN et comment ils voyaient son avenir. Et les conclusions de cet audit ont conduit à reconsidérer la mission du GEPAN pour en faire celle que je vous ai décrite, en rajoutant le I
à l'acronyme historique du GEPAN. Donc GEPAN, il n'y avait pas le I à l'époque, le I pour information. Et le I d'information, ça change tout. Ça nous permet au GEPAN de venir vous parler, notamment de façon très libre, de notre travail, en essayant d'expliquer justement ce que l'on fait, en toute transparence. Puisque une des premières tâches du GEPAN a été donc de numériser toutes les archives qui étaient disponibles au CNES pour les rendre disponibles sur un site web qui a été ouvert en 2008 et qui a eu un succès énorme de par le monde pour les gens voulaient voir comment est-ce possible qu'un organisme aussi sérieux que le CNES s'occupe des ovnis. Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont à dire et comment ils travaillent. Donc tout ça, ça a connu un engouement qui ne s'est pas tari depuis, puisque les missions du GEPAN ont perduré depuis 2005, 2008, et même même si on travaille avec des bénévoles, on s'est professionnalisé sur la méthodologie d'enquête. Et tu le racontais, donc le GEPAN date de 1977, et sa création, c'est quelque chose qui a été raconté avec brio, je trouve, en tout cas pour ma part, par une série récente de Canal+, qui s'appelle facilement OVNI. Peut-être que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent la connaîtront ou pas, et je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas. Mais est-ce que l'histoire du GEPAN est aussi rocambolesque que celle qui est présentée dans OVNI? Et sinon, parce que je me doute un petit peu de la réponse quand même, comment ça s'est passé cette introduction d'une succursale, enfin d'une filiale du CNES sur cette thématique-là? Dans la série, on voit que c'est un peu décrié, on se moque un peu du GEPAN. Est-ce que ça a été le cas, d'après ta connaissance de l'histoire de ce service? Il y a tous les sentiments se sont mêlés, je dirais, au moment de la création du GEPAN. Donc en 1977, quand même, il y a énormément d'agitation et d'associations ufologiques, on va dire, qui sont sur le territoire national et de par le monde. Donc le fait de donner une importance officielle à cette thématique, ça a quand même été bien vu par ces gens-là, par cette communauté-là. Ensuite, il est clair que le CNES a eu très peur que le GEPAN, les ovnis, est-ce que c'est vraiment sérieux, que ça puisse écorner l'image scientifique de la maison. En 1977, le CNES, c'était quand même ça l'est toujours, mais voilà, il y avait une dimension technique et scientifique qui était encore plus exacerbée qu'actuellement. Donc, voilà, est-ce qu'on peut parler sérieusement des ovnis? Voilà, donc ça a été une grosse interrogation, surtout en interne, je dirais. Et ensuite, je dirais, la connotation scientifique qu'on a voulu faire du GEPAN à l'époque, elle n'a pas forcément trouvé un bon écho, à mon sens. Alors je me trompe peut-être, c'est-à-dire que voilà, les scientifiques, lorsqu'ils s'intéressent à un domaine, ils veulent déterminer ce qui est nouveau, ce qui peut permettre de donner lieu à des publications. Et je dirais que les sources de publication se sont vite taries. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas en étudiant les ovnis qu'on fait avancer la science. Du moins pas toutes les sciences, il y en a certaines oui, mais je dirais ce qui intéressait au premier chef le CNES, le CNES et tous ses partenaires, c'était pas forcément quelque chose qui donnait lieu à pouvoir publier dans toutes les revues les plus prestigieuses. Donc voilà, donc tout ça, ça a permis même si tout ça au début, l'image du GEPAN, elle en a peut-être un peu souffert après sur les années successives, jusqu'au début des années 2000. Jusqu'à ce nouveau souffle qui a été insufflé par le directeur et l'audit qui a rendu ses conclusions. Et le président du CNES a décidé de suivre les recommandations de l'audit en donnant, je dirais, cet aspect information, transparence, autonomie de jugement sur nos enquêtes et sur ce que l'on pense du phénomène OVNI de par le monde, enfin en France et de par le monde, puisqu'on est quand même aussi très très reconnu à l'international comme étant un organisme qui perdure depuis 50 ans, qui est toujours attaché au CNES, qui joue d'une image de marque qui est très, très, très importante. Donc voilà, au niveau du monde, le GEPAN est au centre du jeu, je peux le dire. Et donc, contrairement à la série, pas d'histoire de Flamand Rose qui apparaît de manière surprenante et qui devient un collaborateur du GEPAN. Non, ça ce n'est pas quelque chose de très historique dans la série. Non, c'est pas très historique, mais la façon dont est
était traité le sujet donc, du GEPAN historique, je dirais, puisque c'est, voilà, on va dire on est replongé dans les années 70. C'est quand même tout à fait, au moins sur les 2 premiers épisodes, c'est tout à fait réaliste du travail que l'on fait tous les jours. Après, bien sûr, c'est scénarisé, il faut en faire une série, une fiction, c'était le but. Mais voilà, c'est le travail d'enquête, les gens que l'on côtoie, ceux qui pensent ceux qui croient aux ovnis, ceux qui ne croient pas du tout, ceux qui disent que le GEPAN c'est n'importe quoi, ceux qui disent qu'on est très utile. Ouais, c'est vraiment ce à quoi on est confronté même actuellement. Et donc c'est très bien retranscrit dans la série. Sur les 2 premiers épisodes, c'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment notre travail de tous les jours qui est bien résumé. Et alors, tu l'as évoqué, vous êtes le seul service au monde à vraiment traiter des données autour des pans. Est-ce que, alors vous traitez aussi beaucoup, tu l'as dit, de ce qui est fait sur le territoire français, mais est-ce que vous avez quand même des sollicitations à l'international? Alors quand je dis qu'on est le seul service, le CNES est la seule agence internationale spatiale qui a daigné raccrocher à son organigramme un service qui s'occupe des ovnis. Voilà, donc on n'est pas le seul service au monde. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine aux États-Unis, mais qui ont des activités, on va dire, un petit peu plus militaires. Il y a certains organismes dans des pays d'Amérique du Sud qui ont des organes ou des bureaux, on va dire, sur des directions de l'aviation civile notamment. Mais un travail organisé avec la méthodologie que l'on déploie depuis pas mal d'années et qui perdure avec, je dirais, une mission continue, des enquêtes qui ne sont pas abandonnées, voilà, une réponse systématique aux témoins et une écoute du témoin aussi. C'est quelque chose et le tout favorisé par le CNES pour continuer à mener à bien ces missions au fil des années. C'est quelque chose d'unique. À l'international, est-ce que vous avez des sollicitations de public à l'étranger, d'agences à l'étranger? Oui, alors à l'international, on a des sollicitations, bien sûr. Enfin, bien sûr, voilà, comme je vous dis, le GEPAN est connu. Sa légitimité, c'est sur le territoire national. Par contre, les gens sont très curieux de la façon dont on traite le sujet. Et de comprendre pourquoi le CNES consacre une petite somme d'argent de son budget pour nous aider à fonctionner. Toujours pareil, pourquoi le CNES, qui est voilà, une organisation très très sérieuse et très scientifique, s'est attaché le GEPAN. Des questions, on en a de tous bords. En début d'année, j'ai fait une webconf organisée par une association ufologique et autour de la table, du micro et connecté, il y avait 18 pays qui ont écouté ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas d'organe officiel comme nous, mais il y a des associations, ils sont organisés autrement et je dirais il y a une communauté très très intéressée par les ovnis et sous divers aspects. Pas simplement l'aspect petits hommes verts. C'est vraiment voilà, comment les gens le voient, la sociologie autour de ça, comment être transparent. Enfin, beaucoup d'aspects rejaillissent de la façon, du travail que l'on fait au jour le jour. Il ne faut pas le voir uniquement comme les petits hommes verts qui viendraient nous rendre visite, bon gré mal gré, en fonction de leur humeur. Et tu parlais du rattachement du GEPAN au CNES, le fait que ce sont eux qui vous donnent un petit bout de budget pour vous faire fonctionner. Il y a aussi l'image du CNES qui vous accompagne, mais est-ce que concrètement, au quotidien, ou en tout cas régulièrement, vous pouvez être aussi amené à utiliser des puissances de calcul du CNES, des outils du CNES? Enfin, qu'est-ce qui, concrètement, comment le CNES vous accompagne au-delà de financer vos postes et de participer à votre reconnaissance? On travaille avec des services techniques, donc on a des collaborations avec un service qui s'appelle le Centre opérationnel de surveillance de l'espace. Donc ça, c'est un service qui est dans le domaine, je vais dire, de l'orbitographie. C'est un service qui surveille les satellites pour lesquels la France a un intérêt certain particulier.
Donc il vérifie que tout se passe bien à bord, vérifie qu'il peut pas y avoir de risque de collision avec d'autres satellites sur les orbites les plus encombrées. Et également, ils vérifient, ils ont une mission de protection du territoire national en termes de sécurité, si jamais quelque chose viendrait à tomber, venir de l'espace et venir mettre en danger les populations. Donc on utilise ce service qui donne son expertise sur tout ce qui se passe au niveau spatial au droit du territoire national. Ça nous aide dans nos enquêtes. On travaille également avec des services qui sont spécialisés dans la détection, les radars, les techniques optiques et également les laboratoires d'expertise lorsqu'on a des prélèvements qui viennent des observations qui sont analysées par le service d'expertise du CNES. Donc on travaille avec la communication aussi, on travaille avec le service de communication, et on travaille avec également les directions de la stratégie pour prendre des informations qui me sont moi demandées lorsque je fais des interventions et lorsqu'on est obligé on nous demande de nous positionner sur où est-ce qu'on en est de la recherche de la vie ailleurs, quelles sont les nouveautés, etc. Donc on se renseigne. Donc c'est vraiment, même si les relations ne sont pas fortement liées, parce que c'est quand même un service très original parmi toutes les missions du CNES, on a quand même gardé je dirais, cet attrait et je dirais la possibilité d'émarger sur des disciplines qui ne sont pas dans notre cœur de métier. Et alors, du coup, avant de parler de certains cas que vous avez eu à étudier, tu nous as dit que vous aviez une quinzaine d'enquêteurs et d'enquêtrices bénévoles. Ça veut dire quoi, être enquêteur bénévole pour le GEPAN ? Oui, c'est une spécificité. C'est pour ça notamment que ça s'appelle un groupe, je pense. C'est pas un service, parce que nous sommes assez peu en termes de staff CNES pour faire vivre le service. Et nous travaillons avec des partenaires de services de l'État, l'armée de l'air, de l'espace, la gendarmerie, Météo France, le CNRS. L'université de Toulouse. On travaille également avec des enquêteurs qui sont bénévoles. Ces bénévoles sont des gens qui se sont manifestés auprès du GEPAN suite à un appel à candidature, donc qui est assez historique, au début des années 2010, pour épouser notre cause, je dirais, et déployer la méthodologie d'enquête telle qu'on l'avait définie, telle qu'elle est définie et maintenant procédurée chez nous. Et ces gens-là, ce sont des gens qui veulent donner de leur temps, qui sont également des passionnés, soit des techniques spatiales, soit des techniques aéronautiques, soit des techniques d'enquête, soit de psychologie. Il y a énormément de profils parmi les enquêteurs. Et ils participent, donc c'est le moteur du GEPAN. L'enquête, c'est vraiment notre travail de tous les jours. Donc, mis à part notre enquêtrice staff GEPAN CNES, ce sont eux, en fait, globalement, qui travaille sur les cas, analyse les indices, analyse les données qui nous parviennent de nos partenaires, d'autres partenaires étatiques, et émettre les premières conclusions sur les enquêtes. Et pour prévenir des potentielles questions qu'on pourra avoir, si des personnes, des auditeurs ou des auditrices voulaient devenir enquêteurs ou enquêtrices, c'est qu'à l'occasion d'appels de la part du CNES et du GEPAN ? Là, on ne fait plus d'appel parce je dirais qu'on est un petit peu victime de notre succès. On est en train de lancer actuellement une campagne de recrutement pour étoffer le pool d'enquêteurs. On va essayer d'arriver à 18 et je dirais actuellement on est en train de trier parmi 70 candidatures, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc on a maintenant des gens qui se manifestent sur la boîte générique mail du GEPAN et qui disent « moi j'aimerais être enquêteur ». Donc on leur demande envoyez-nous votre CV, globalement, une lettre de motivation. Et quand le moment vient des périodes de recrutement, on sélectionne, je dirais, je ne sais pas si c'est les plus motivés, mais en fonction des besoins, en fonction de la couverture géographique du pays aussi, en fonction des profils, la complémentarité par rapport aux gens que l'on a dans le pool, on va sélectionner des gens qui vont venir étoffer notre pool. Donc on n'a pas besoin de publicité. C'est arrivé par le passé. Là, on va faire beaucoup de déçus. Voilà. Si vous êtes vraiment passionné et que vous avez un profil très particulier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais tu as parlé, dans le cadre des enquêtes, des indices.
Si tu avais à nous présenter plusieurs formes d'indices et ceux qui sont les plus probants pour vous, ceux qui vous aident le plus, quels seraient-ils? Donc les indices, nous on les demande a priori, puisqu'on demande aux témoins qui veulent déclarer une observation de remplir ce qu'on appelle un questionnaire technique qui est disponible sur le site web du GEPAN. Et dans ce questionnaire, qu'on a volontairement gardé technique comme appellation, se trouvent toutes les informations que l'on juge nécessaires pour pouvoir déclencher une enquête. Une simple photo ne suffit pas. Derrière une photo qui peut être un support de l'observation, on va demander à la personne quel jour elle a vu est-ce qu'il faisait beau, est-ce que ça faisait du bruit, est-ce que c'est une observation continue, discontinue, c'était quel azimut, quelle élévation, et également quelles émotions ça lui a suscité de voir ça. Donc tout ça, c'est un questionnaire. Tout ça, ce sont les indices que l'on demande pour déclencher une enquête. Il fait vraiment ce questionnaire qui fait foi. Et c'est à partir de ce questionnaire, on répond à tout, mais c'est à partir de ce questionnaire que l'on va soit déterminer très rapidement ce que la personne a vu, et de répondre de nous-mêmes parce que c'est quelque chose que l'on connaît, d'évident, de récurrent, voilà. Soit, après l'analyse de ce questionnaire, c'est quand même très, 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 très étrange, on ne sait pas répondre sans diligenter une enquête très précise. Voilà. Et tu as dit un point qui est important, on répond à tout, mais parfois vous devez quand même, je suppose, avoir des messages farfelus, disons. Sans dévoiler, sans lever le secret de l'investigation, est-ce que tu aurais quelques exemples un peu intéressants et aussi peut-être un peu drôles à nous partager de ton expérience de messages où on arrive le lundi matin au bureau, on ouvre les mails et on se dit c'est vrai que je travaille au GEPAN quand même. Si tu as un exemple pour nous faire rêver et un exemple pour nous faire sourire ou pleurer. Des exemples, je ne peux pas trop vous en donner parce qu'une des spécificités de notre travail, c'est qu'on respecte beaucoup les témoins. Voilà. Les gens qui nous contactent, on peut les juger farfelus. Dans certains cas, c'est vrai que c'est difficile de penser autrement. Mais globalement, quand il s'agit de l'observation d'un phénomène qu'ils n'ont pas compris, ils ont tous vu quelque chose. Donc, bien sûr, les émotions que ça suscite, les conclusions qu'ils tirent plus ou moins hâtives, les inquiétudes que ça soulève, donc tout ça, ça peut prêter à sourire, et bon, au début, c'est bizarre, parce qu'on se dit, ben oui, bon, mais les gens, ils témoignent très, très sincèrement. On a très, très peu de canulars. On estime les canulars à 2% de la masse des 800 signalements que l'on a chaque année. Et voilà, en ce qui concerne les observations, on s'aide aussi de psychologues pour analyser les narrations, notamment ces questionnaires, pour savoir si... alors, ce n'est pas le but de tracer le profil psychologique des gens, mais on a des psychologues cognitifs qui sont capables d'analyser à travers une narration, à travers un entretien que l'on a avec ces gens-là, quels sont les biais cognitifs qui sont présents chez les gens, et certains qui sont très très présents, que l'on rattache à des croyances ou à des qui permettraient quelquefois de leur faire perdre les pédales, la façon dont ils ont compris ou n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. Mais globalement, on ne les moque pas, jamais. Jamais. Ensuite, je ne dis pas qu'il n'y a pas de témoignages farfelus, mais c'est que le GEPAN a une boîte mail générique, donc vous pouvez imaginer une boîte mail générique. On ramasse un petit peu beaucoup de choses qui ne sont absolument pas dans notre cœur de métier. Quand ce n'est pas dans notre cœur de métier, souvent il n'y a pas de questions. Les gens vont se lâcher, nous dire des choses gentilles ou des choses méchantes. Il n'y a pas de question, pas de remise en question. Voilà, donc ça on le prend comme ça vient. Et dans d'autres cas, les gens qui ont vécu des expériences extraordinaires, on va dire, parce que bon, bien sûr, il y a des gens qui ont sûrement vécu des traumatismes, ou je ne sais comment le dire, et qui ont rencontré des extraterrestres, qui ont été enlevés par des extraterrestres, qui connaissent des gens qui sont des extraterrestres. Là, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, ça peut prêter à rire, mais nous, globalement, on n'a pas à rire de ces gens-là, parce que s'ils nous écrivent et s'ils nous contactent, c'est que ils s'en cachent pas, et quelque part ils cherchent à en parler. Donc nous, on n'est pas formés pour
pouvoir répondre à ces interrogations-là. Par contre, on travaille avec des équipes de psychologues et de gens plus à même de les écouter et d'extraire dans la façon dont ils le racontent et de la façon dont ils le vivent, qu'est-ce qui est du fantasme, où est la part de vérité, et quelque part, c'est quelque chose qui les aide beaucoup, une espèce de thérapie de pouvoir parler à quelqu'un qui a même de les écouter. Et quelquefois, ces gens-là sont complètement enfermés dans leur histoire, et ils nous remercient souvent de nous dire, ben voilà, il y a quelqu'un... C'est pour ça que c'est difficile de raconter une histoire triste ou une histoire rigolote. On en a, mais pour moi, c'est plutôt triste que rigolo, voilà. Bien sûr, donc le GEPAN a finalement une double casquette, à la fois d'analyse, d'information, mais aussi sociologique. Et est-ce qu'il y a encore alors des mystères un petit peu qui persistent, des vidéos, des photos, des témoignages qui restent très mystérieux? Attention, je ne te fais pas dire ce que tu n'as pas dit, je ne dis pas que vous admettez qu'il y a eu des ovnis et qu'on n'en sait rien, non. Je te demande juste, est-ce qu'il y a des choses où vous dites entre vous, ok, ben ça, c'est un mystère, on n'a pas vraiment d'explication, donc on laisse un petit point d'interrogation dessus. Oui, parfaitement. Ça fait partie de notre façon de travailler. Donc, lorsqu'on enquête et lorsqu'on n'arrive pas à identifier ce que les gens ont vu, on le classe non identifié. Voilà. Donc, on pousse l'enquête à son paroxysme, je dirais. Enfin, au moins, on déploie la méthodologie la plus complète que l'on sait faire. On soumet le cas à des comités d'experts, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'un des groupes que j'anime, qui est également qu'on appelle le comité d'experts, qui sont des sommités au niveau national, parce qu'on reste au niveau national, du domaine aérospatial. On a des anciens pilotes, des pilotes d'actifs, des pilotes militaires, des pilotes d'hélicoptères, des spécialistes de drones, des spécialistes de foudre, des spécialistes de parachutes, des spécialistes d'oiseaux, des psychologues, des sociologues, des philosophes, énormément de gens qui sont intéressés justement par cette démarche et notre métier, et qui ont une réelle expertise dans des choses où nous, on a simplement un petit vernis, en tant que généraliste, je dirais. Et donc, on confronte notre enquête à leur perspicacité, et ils vont nous donner leur avis sur peut-être que vous devriez creuser un petit peu plus par là, ou alors ce truc-là, ça tient plus de la psychologie, donc il faut y faire attention. Et ils vont nous dire, on leur demande aussi notre avis lorsqu'on s'apprête à classer un cas non identifié, les cas D. Donc ce dont on parle, ce sont les cas qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas réussi à identifier. Il y en a 102 actuellement qui sont publiés sur le site web du GEPAN. Et notre mission au GEPAN, c'est de savoir s'arrêter. Voilà. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. On le dit. Mais on ne part pas sur des hypothèses qui sont très loin de notre méthodologie scientifique, qui sont plutôt des hypothèses d'ordre idéologique. Et là-dessus, c'est clair que on ne part pas là-dedans. Alors on est critiqué là-dessus, parce que bien sûr, si vous n'avez pas compris, c'est que quoi. Voilà, je ne peux pas, moi c'est que quoi, parce que il y a quand même un fossé entre quelque chose que l'on n'a pas compris et lui donner une origine extraterrestre, extraordinaire ou satanique. Enfin, vous pouvez imaginer, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc, nous, on s'arrête. On n'a pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas l'expliquer un jour. Parce que, bien sûr, notre travail, qui est assez rigoureux, nous permet justement de classer ces cas et de les garder chauds. C'est-à-dire, l'an dernier, par exemple, on a résolu un problème qu'on n'avait pas identifié en 2014 et qu'on a compris en 2024. Voilà. Et ça fait partie de la méthodologie qu'on peut appliquer à de l'ingénierie, qu'elle soit spatiale ou autre, mais qu'on essaie, nous, de décliner dans nos techniques d'enquête, comme du retour d'expérience, on va dire. Voilà. Mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec le GEPAN. Déjà, un point sur lequel je voulais revenir par rapport à ta réponse précédente, qui est que vous écoutez tout le monde et que vous ne jugez pas ni les personnes ni les déclarations, que vous les prenez et que vous les analysez scientifiquement et même humainement avec les sciences humaines et sociales. Et ça, je trouve ça également primordial, mais aussi que vous vous rendez compte de vos analyses, que quasi toutes les informations que vous traitez sont disponibles sur votre site, ou en tout cas sont publiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas dans tous les pays. Tu parlais notamment du secret militaire. Ce n'est pas le cas en France avec les activités du GEPAN. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question qui fait un peu rire, ou en tout cas qui est un peu sur toutes les langues, donc les cas farfelus, mais
quels sont selon toi aussi les cas que vous avez expliqués, mais qui t'ont paru vraiment surprenants, où tu t'es dit, là, l'explication, effectivement, elle était soit inattendue, soit vraiment très technique, poussée, mais on a réussi à comprendre ce qui avait été observé. Est-ce que tu en as en tête qui te Oui, viennent? j'en ai une en tête qui date d'une période avant que j'arrive à la tête de l'organisme, mais ça m'a marqué quand j'ai regardé un petit peu. Donc, c'est une personne qui est allongée sur son canapé, qui est un petit peu à contre-jour et qui voit dans le ciel une espèce de distorsion. Qui comme voilà, une espèce d'effet d'optique et elle ne comprend pas ce que c'est assez localisé dans le ciel, là, c'est un petit peu à contre-jour entre l'ombre d'une habitation et une forêt. Il y a un rayon de soleil qui passe là, et là, elle voit une distorsion, elle ne comprend pas ce que c'est. Bon, nous, non plus, on ne comprend pas ce que c'est. Elle fait un témoignage, un phénomène aérospatial non identifié. On enquête. Et on a également une enquête de distance, une enquête de terrain, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Donc on se déplace, les enquêteurs vont voir la personne aussi, discuter de ce qu'elle a pu voir. Et assez rapidement, ça s'est fait par chance assez rapidement. On s'est rendu compte en fait que ce que la personne avait vu, c'était des migrations d'araignées. Il faut savoir que les araignées, lorsque après la ponte, hein, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, la reproduction des araignées, donc elles vont chercher d'autres territoires. Et pour se déplacer et faire de grandes distances, elles n'y vont pas avec leurs petites pattes. Elles tissent un fil de soie, elles le balancent dans le vent, et ce fil de soie les emporte là où elles veulent aller, ou là où le vent les porte. On appelle ça le ballooning. Et c'est ce que la personne a vu parce qu'on avait fait des prélèvements de choses. La personne avait fait des prélèvements, quand elle a vu ça, elle avait vu quelque chose par terre, et on avait confirmé que c'était de la toile d'araignée, puisqu'on avait le laboratoire d'expertise qui a permis de faire ces analyses-là. Donc c'est quand même assez étonnant, c'est pas immédiat. Et ça n'a rien à voir avec une distorsion ou quelque chose qui. Et voilà, c'est quand même voilà, c'est un cas qui me vient en tête et qui est assez étonnant. Voilà, il faut avoir une expertise arachnide et c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on rentre dans le métier spatial. Ouais. C'est là qu'on se rend compte que le panel d'experts que tu as évoqué tout à l'heure est peut-être même pas assez large pour couvrir toutes les thématiques que On vous en a pouvez une vingtaine avoir. d'experts hein, et c'est clair que bon, alors ce sont des gens qui sont intéressés aussi, hein, des gens qui donnent de leur temps. Alors là aussi c'est quasiment bénévole. Hein, voilà, donc on les réunit 2-3 fois par an et voilà, ils lisent les dossiers, ils s'y penchent dessus et voilà. Donc on avait des experts en faune et en flore, oui, avec qui on travaille. On a une convention qui est passée avec une association et on vient à interroger des gens qui sont spécialistes d'oiseaux, d'araignées, de papillons, de plein de choses qui, c'est pas évident d'avoir cette expertise en propre si on ne va pas s'attacher au service de gens qui sont vraiment dans le milieu. Non, mais c'est parce que vous travaillez aussi, tu l'évoquais, je crois, tout à l'heure, avec les autorités. Parce que parfois, des témoignages passent d'abord par la gendarmerie, par, je sais pas, la police ou en tout cas d'autres services de l'État. Et comment se passent ces échanges-là? Est-ce que parfois la gendarmerie vient vous voir en disant, enfin, vous avez des liens, je suppose, assez facilités, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un a porté plainte pour telle ou telle raison ou est venu nous voir en disant avoir vécu ça, vu ça? Et c'est régulier que vous ayez ce lien-là avec les autorités publiques ou pas tant que ça? Assez régulier, hein, ce sont des conventions qui sont passées, qui sont signées au plus haut niveau des hiérarchies, hein, du CNES et de l'armée de l'air et de l'espace, de la direction générale de la gendarmerie nationale, la direction technique de Météo France. Enfin, tout ça, ce sont des conventions qui CNES hein, avec ces gens-là. Hein, et nous, le GEPA, on est simplement les utilisateurs de ces conventions-là avec des dispositions particulières pour notre métier. Donc ce sont des interactions quotidiennes, hein, je dirais. Donc on demande systématiquement, lorsqu'on pense qu'on est sur une hypothèse aéronautique, toutes les traces de détection de l'armée de l'air et de l'espace, du service qui fait donc la mission et la surveillance de l'espace aérien français. Et on a toutes les données. On ne nous cache rien.
cache rien. Voilà, donc il faut le savoir. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne nous cachent pas tout. Des fois, il y a des manœuvres qui sont secrètes, on n'a pas à le savoir. Ils vont nous dire, là, il y avait ça, on ne peut pas vous dire ce que c'était, mais il y avait quelque chose. Si vous avez un témoignage là, c'est nous. Mais ils ne vont pas vous dire ce qu'ils font. Mais autrement, on a toutes les données radar des aéronefs, coopératifs ou non coopératifs, qui survolent le territoire national. Il y en a 14 000 par jour, hein, donc, sans compter les drones. Et donc, c'est très précieux. La gendarmerie nationale, c'est le partenaire historique du GEPAN. Donc, des dispositions ont été laissées à la gendarmerie pour prendre les dépositions des témoins à la mode du questionnaire technique, que nous, on puisse derrière exploiter. Et je dirais que la gendarmerie, avant que le GEPAN existe, faisait ce travail-là. Voilà. Donc là aussi, c'est un partenariat qui est signé au plus haut niveau de l'État, entre le CNES et la direction de la gendarmerie nationale. La même chose avec la délégation générale de l'aviation civile, où on travaille avec les tours de contrôle, on travaille avec les contrôleurs aériens, et également, comme je vous disais, des dispositions ont été laissées aussi à la DGAC pour que les pilotes et ceux qui veulent témoigner puissent le faire librement, sans tabou. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Un pilote qui voit quelque chose qu'il ne comprend pas, s'il en fait référence, voilà, toi, on va te faire repasser des visites médicales pour repiloter. Alors que forcément, ces gens-là sont encore plus confrontés que nous à des choses qu'ils peuvent ne pas comprendre, malgré leur habitude, leur formation, leur discernement, leur responsabilité. Des fois, ils ne comprennent pas. Et on en a beaucoup qui n'ont pas compris et ils sont très contents qu'on leur donne une explication. Finalement, c'était ça, merci beaucoup. Voilà. Et tu parlais du fait que la gendarmerie vous amenait parfois des témoignages, mais est-ce qu'il vous est arrivé aussi d'être consulté pour participer à des enquêtes en tant qu'expert sur des sujets? Et là, c'est pas on vous amène des témoignages pour vous passer la balle, disons, c'est plutôt on vient chercher votre expertise. Oui, ça arrive, hein, donc ça fonctionne dans les deux sens, je dirais. Donc ils nous connaissent. Nous avons des enquêteurs qui sont très aguerris. Bien que ce soit des bénévoles, ce sont des passionnés qui sont dans le domaine de l'ufologie depuis des décennies. Et dans certains cas, même si ce n'est pas la gendarmerie qui nous demande de les missionner, où on voit, je ne sais pas, il y a je peux peut-être entendre parler des phénomènes de crop circle. Vous savez, les espèces de formes dans les champs. Dans les champs, voilà, les figures géométriques qui seraient la preuve d'un passage, voilà, extraordinaire. Bref, on a une personne dans le corps des enquêteurs qui est un expert international, je dirais, du déchiffrement de ces crop circles. Et donc, voilà, il est déjà intervenu de lui-même. Hein. Moi, je ne le missionne pas, hein, mais enfin, il fait état qu'il est enquêteur du GEPAN et c'est tout à notre honneur de pouvoir avoir cette personne-là à notre service et à la fois qui est mandaté parce qu'il a une expertise reconnue par des organes officiels. Et tu parlais un peu plus tôt dans l'émission des transformations qu'a vécu le GEPAN depuis son début, donc ce qui fera presque bientôt 50 ans. Et est-ce que tu peux nous parler des évolutions que le service connaît aujourd'hui et potentiellement qu'il connaîtra dans l'avenir, avec notamment l'émergence de l'IA. Alors ça peut être aussi pour vous aider à traiter des images, mais ça pourrait aussi peut-être amener des témoignages un peu différents, ou d'autres choses, le matériel, la technique, voilà. Comment le GEPAN va évoluer aujourd'hui et dans 5 à 10 ans, d'après toi? Je ne sais pas trop, en fait. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on a eu le premier témoignage où la personne a rempli le questionnaire technique et elle a posé toutes les questions du questionnaire technique à l'intelligence artificielle. En lui disant, voilà, selon la méthodologie, je sais pas, enfin, voilà, je ne sais plus quel était le prompt qui a été voilà, il ne nous l'a pas dit, mais enfin, et globalement, l'intelligence artificielle a analysé le questionnaire technique, elle a dit, ce truc c'est classé D. Alors, voilà, donc là, quelque part, elle a pris ce que les données qui étaient disponibles, je ne sais pas, parce qu'il n'y a que nous qui classons des, voilà. Donc, donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on voit arriver. Moi, je ne suis pas forcément favorable parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de relations humaines avec les gens. Les gens, quand ils nous appellent, si on leur dit, vous appuyez sur ce bouton, vous aurez la réponse. Bon, pas forcément ce qu'ils recherchent. Donc nous, on a gardé beaucoup de
de relations humaines, hein, je dirais. Donc, mais ça va évoluer. On a déjà travaillé avec l'IA. Hein. Enfin, on a plutôt des routines, je dirais, hein, que des prompts que l'on pose, voilà, qui vont nous aider, je sais pas moi, à répartir je dirais, je sais pas, des éoliennes sur le territoire national, et à partir de telle position, quelles sont les éoliennes que l'on voit, que l'on ne veut pas, qui nous permettent de valider ou d'invalider une hypothèse. Voilà, mais c'est pas, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore systématisé. Là où ça pourrait nous être utile, c'est justement pour faire de la reconstitution d'une observation en fonction de l'explication que l'on a trouvée. Essayer je dirais, de rentrer toutes ces données en machine, et éventuellement qu'elles nous sortent, je sais pas, une vidéo, une animation, un croquis, je sais pas quoi, qui permettent de mettre en image notre déroulé d'enquête. J'ai un des enquêteurs qui travaille avec nous qui est très intéressé par ça, avec qui on essaie de développer la chose, et c'est notamment les liens que l'on a développés avec nos confrères américains, qui eux sont au Pentagone, hein, donc on m'a donné l'autorisation de discuter avec eux parce qu'ils étaient demandeurs, et voilà, ce qui les intéresse beaucoup, c'est ce sujet-là. Comment retranscrire au grand public la façon dont on a développé une enquête sans les barber avec des trucs officiels, des trucs techniques. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est une photo, une image, une reconstitution qui leur permettent de les rassurer sur ce qu'ils ont vu de façon beaucoup plus ludique que de lire un rapport d'enquête. Et on voit que le GEPAN a bien évolué depuis 1977, des photos argentiques peut-être très troubles au potentiel vidéo généré par IA pour expliquer ou en tout cas vulgariser ce qui a été observé. Donc pour moi, c'était une émission passionnante qui m'a permis, malgré le fait que j'ai suivi assidûment la série OVNI, mais qui, je l'ai compris, n'a pas toujours été parfaitement réaliste et véridique. Non, mais c'est quelque chose qui nous permet aussi de se rendre compte du travail extrêmement pluridisciplinaire et extrêmement sérieux, bien entendu, qu'il y a derrière ce service, et aussi l'humain et le respect de l'humain qu'il y a derrière. Donc moi, ça m'a passionné, cette discussion. On aura sûrement encore beaucoup de questions à poser en off à Frédéric, mais en tout cas, je tiens de ma part, pour commencer, à te remercier vraiment d'être venu discuter avec nous aujourd'hui, et on va continuer à suivre vos activités, et on invite toutes celles et tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet à aller visiter le site du GEPAN, qui permet de vraiment revenir un petit peu en arrière sur les archives de leur traitement de phénomènes aérospatiaux non identifiés, jusqu'à ce qu'ils soient identifiés, à part pour les catégories D. Mais non, c'est vraiment une mine d'informations, et ça permet aussi de faire l'histoire un petit peu de l'ufologie en France, et on se rend compte il y a plein d'histoires intéressantes qui ressortent de tout ça, parfois fantasmées, parfois réelles, et ça montre vraiment à quel point on a une imagination aussi débordante. Donc merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Et merci Frédéric, déjà pour ton temps, d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions, et on en aurait encore des milliers. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que tous les deux, hein, Simon, tu l'as relevé, vous avez quand même cette casquette qu'on n'imagine pas, un peu sociologique, de venir en aide à des gens qui ont témoigné de phénomènes non identifiés. Vous venez les aider, les soutenir, parce qu'on sait parfois que quand on se sent seul face à un phénomène, face à quelque chose qu'on vit, ça peut être très dur. Donc pour ça, bravo. On souhaite bien sûr une longue vie au GEPAN, de suivre ses actualités. Encore un grand merci, et on a une petite tradition de notre Odyssée spatiale, c'est de te laisser le dernier mot. Donc là, on t'a remercié, on te remercie encore, et on va te laisser notre micro. Tu peux dire ce que tu veux. Merci à toi, et cette fin d'émission est pour toi. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Hein. Voilà, je dirais, quand on est confronté à des gens et qu'on leur parle en direct, c'est tout à fait naturel de les respecter et de les croire. Voilà. C'est pas intuitif, mais quand on a les gens en face d'eux qui sont perdus, qui appellent à l'aide, eh ben, on ne les enfonce pas. Et ça, c'est plus naturel que l'on croit. Et quelquefois, même parmi les gens que l'on côtoie au CNES, les gens nous disent, ces types-là, ils ont bu un coup, ils ont mangé un truc. Non. C'est pas vrai. Et quand on est confronté la première fois, ben voilà, les gens, ils appellent à l'aide, et voilà, ça vient naturellement de les aider. Donc c'est plus facile qu'on croit. Merci beaucoup pour ce témoignage, et à très bientôt.